Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin de novembre, glacial et couvert de brume, à Baltimore, Maryland. Le ciel était bas, gris comme une tôle oubliée, et l'air sentait l'humidité, les feuilles pourries et la solitude. Le vent soufflait par rafales irrégulières, traînant des journaux froissés et des souvenirs que personne ne voulait ramasser. Sur un vieux banc rouillé du Druill Park, à moitié mangé par la mousse, James Holloway, 71 ans, ajustait la fermeture d'un sac en toile élimée. Il y rangeait soigneusement une couverture militaire pliée avec une discipline obstinée, comme s'il était encore dans un camp de base, quelque part au Moyen-Orient. Son blouson militaire, trop grand pour son corps aminci par les années, portait les traces du temps. Les coudes avaient été recousus à la main avec du fil beige, maladroit mais solide. Sur sa tête, une casquette décolorée par le soleil et la pluie affichait en lettres effacées US Army Veteran, Gulf War. C'était sa seule fierté visible. Un vestige de gloire, planté sur un homme que la société avait laissé s'éteindre lentement. James était grand, les épaules encore larges, mais le dos désormais voûté, comme si les années passées à porter des fardeaux visibles et invisibles avaient fini par le courber définitivement. Il avait la peau marquée, les mains calleuses, le regard distant. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient constamment fixés sur un point que personne d'autre ne voyait. Un point loin, très loin, peut-être encore là-bas, dans le désert, là où la poussière et les bombes tombaient avec la même indifférence que la pluie sur sa tente. Il parlait peu. Tous les matins, avant même que le soleil ne perce la brume, il balayait les feuilles mortes autour de son banc avec un vieux balai trouvé dans une benne. Il alignait ses affaires comme un soldat inspectant sa tranchée. Parfois, il ramassait les déchets laissés par les promeneurs. Non pas pour plaire, mais par dignité. Il saluait les joggeurs avec un discret hochement de tête. Certains lui répondaient par politesse, d'autres détournaient les yeux. Il ne s'en offusquait pas. Il avait compris depuis longtemps que l'invisibilité est le prix que l'on paie quand on vieillit dans la rue, surtout quand on est noir, surtout quand on n'a plus rien à offrir que le silence. Beaucoup ne savaient même plus qu'il existait. Pour eux, James faisait partie du décor, un homme assis sur un banc, un fragment flou dans le paysage urbain. Une ombre avec un passé, que personne ne prenait la peine d'interroger. Mais ce matin-là, quelque chose changea. À quelques rues de là, dans un immeuble luxueux du quartier huppé de Mount Vernon, une femme blanche, élégante, surgit précipitamment du hall d'entrée. Elle criait, haletante, hystérique. À l'aide. Il aime à voler mon sac. Elle affirma qu'un homme noir, grand, avec un manteau foncé et une capuche, venait de lui arracher son sac à main et s'était enfui en direction du parc. La police arriva en moins de 6 minutes. Les sirènes brisèrent le calme du matin. 2 agents blancs, l'officier Coleman, jeune, nerveux, le regard froid, et l'officier Richard, plus âgé, habitué à agir sans poser de questions, sortirent précipitamment de leur véhicule. Ils fouillèrent les alentours du regard. Et là, sur son banc, seul, immobile, ils aperçurent James. Il n'avait pas fui. Il n'avait même pas levé la tête. Il continuait de plier un vieux sac en plastique comme s'il s'agissait d'un document militaire classé. Il correspondait vaguement à la description. Cela suffisait. Sans prévenir, sans sommation, les 2 policiers se dirigèrent vers lui, armes prêtes. L'un cria. Les mans en l'air. Maintenant. James leva les yeux, lentement, comme s'il sortait d'un rêve. Il comprit immédiatement. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait ce regard dans les yeux d'un homme armé, la peur mêlée au pouvoir et à une haine sourde. Il ne résista pas. Il ne cria pas. Il posa doucement ses affaires à terre, mains visibles. Mais ils ne lui laissèrent pas le temps d'expliquer. Ils le plaquèrent brutalement au sol, genoux sur le dos, bras tordus dans son dos affaibli. Ses os craquèrent. Il gémit. Le sol était froid, mouillé, et sentait la moisissure. Son visage fut écrasé contre le béton souillé, sous le regard choqué d'un adolescent qui filmait la scène avec son téléphone. James murmura d'une voix étouffée, sans colère mais avec une fatigue abyssale. « Je n'ai rien fait, messieurs. Je suis un vétéran. » Mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils ne voyaient pas James. Ils voyaient une menace supposée, une figure à neutraliser. Un homme noir, seul, dans un parc. Et pendant qu'il emmenait, menotté, blessé,
sous les flashs bleus des gyrophares, le sac volé était retrouvé, dans une ruelle à 2 pâtés de maison, avec les empreintes d'un autre homme. Mais il était déjà trop tard. Pour James, l'arrestation n'était pas seulement une injustice. C'était une trahison finale. Pas de la loi, mais de ce pays pour lequel il avait risqué sa vie. Il avait connu la guerre. Il avait enterré des frères. Il avait survécu au feu, à la perte, au silence. Mais cette humiliation-là, cette violence gratuite et publique, le blessait plus que les balles. Ilene pleura pas. Il se tut, comme un soldat capturé injustement sur un territoire qu'il croyait le sien. Au commissariat de Baltimore Central Booking, entre les murs décrépits et les couloirs saturés d'humidité, James Holloway fut traité comme un vulgaire dossier parmi des dizaines d'autres. Aucun des agents présents ne prit la peine de vérifier son identité complète. Personne ne consulta les bases de données militaires. Il fut simplement inscrit comme un homme noir non coopératif, sans domicile fixe, arrêté près de la scène d'un vol présumé. Dans le rapport sommaire, on nota à peine qu'il avait dit être un vétéran. Une phrase griffonnée en marge, à moitié effacée, sans importance pour ceux qui croyaient déjà connaître le profil. Un sans-abri parmi tant d'autres, arrangé dans une cellule froide jusqu'à nouvel ordre. Pas d'avocat. Pas d'interrogatoire formel. Juste un silence administratif, pesant et méprisant. La cellule était petite, sans fenêtre. Le sol, craquelé, suintait d'humidité. Un néon bourdonnait au plafond, clignotant par moments comme pour rappeler que même la lumière ici hésitait à rester. Pendant 3 jours, James ne reçut ni visite, ni soins médicaux, ni explication. Ses poignets portaient encore les marques profondes des menottes serrées trop fort. Son dos, endolori par la chute brutale sur le béton du parc, le lançait à chaque mouvement. Il dormait assis, adossé au mur, sur le sol dur. Son manteau en guise de couverture. Parfois, il fermait les yeux. Et alors, les murs gris du commissariat s'effaçaient. Il se revoyait dans le désert irakien, sous un ciel étoilé, avec ses frères d'armes. Il se souvenait des cris, des ordres à la radio, de la chaleur écrasante, du goût du sable mêlé à la peur. Mais surtout, il se souvenait d'eux. Des noms gravés dans sa mémoire. Des visages qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Private Jenkins, tué par un engin explosif artisanal. Lieutenant Alvarez, abattu en couvrant sa section. Caporal de Shawn Price, mort dans ses bras. Chaque nuit en cellule, James leur parlait en silence, comme un survivant demandant pardon de respirer encore. Il ne se plaignait pas. Il n'en voulait même plus à personne. Il attendait, dans une résignation qui n'avait rien de passif, mais tout d'une patience de soldat. Il savait que parfois, la guerre ne s'arrêtait pas après les combats. À quelques kilomètres de là, dans les bureaux modestes de l'aide juridictionnelle de Baltimore, Kayla Thompson, 27 ans, jeune avocate afro-américaine, épluchait mécaniquement une pile de dossiers transmis par la police. Stagiaire fraîchement diplômée de Howard University, brillante, passionnée de justice sociale, elle rêvait de défendre ceux que personne ne voyait. Elle était encore inconnue, mais ses collègues savaient qu'elle avait du feu dans les veines. Soudain, elle tomba sur un nom. Holloway. James W. Âge, 71 ans. Statut, détention provisoire. Chef d'accusation, vol à l'arraché. Adresse, sans domicile fixe. Commentaire, néant. Elle plissa les yeux. Quelque chose sonnait étrangement familier. Elle saisit son téléphone, ouvrit une base de données vétéranes. Elle entra le nom, hésitante. Un dossier s'ouvrit, presque jauni par le temps. Et là, elle frémit. James W. Holloway Silver Star Recipient United States Army Operation Desert Storm. Elle relut la ligne au moins 3 fois. La Silver Star, 3e plus haute distinction militaire des États-Unis. Décernée pour héroïsme extraordinaire au combat. James Holloway a maintenu sa position sous le feu ennemi pendant 36 heures, sauvant la vie de 12 soldats de son unité au péril de la sienne. Un héros. Un homme décoré. Un homme oublié. Le cœur battant, Kayla attrapa son manteau et fonça hors du bureau. Elle prit un taxi, ses pensées fusaient. Comment un homme honoré par l'armée de ce pays pouvait-il croupir dans une cellule sans même qu'on vérifie qui il était? Lorsqu'elle arriva au centre de détention, le gardien haussa un sourcil en voyant une jeune femme noire, frêle, déterminée, demander à voir un détenu avec autant de fermeté. «
Motif de la visite. Je suis son avocate. Mekale Thompson. Il n'en a pas? Il en a une maintenant. On la conduisit jusqu'à la cellule 4B. Là, elle le vit pour la première fois. Assis contre le mur, dos droit malgré la douleur, mains croisées sur ses genoux, James Holloway semblait sorti d'un autre temps. Son visage creusé, ses cheveux poivre et sel, son regard insondable. Il avait l'allure d'un général déchu, d'un roi exilé, mais sa noblesse restait intacte. Quand il releva les yeux vers elle, elle sentit un coup dans la poitrine. Il n'avait pas besoin de parler. Elle vit tout dans son regard. La fatigue, l'honneur, la blessure d'avoir été trahie. Mais aussi, étrangement, une absence de haine. Une acceptation silencieuse de ce que le monde était devenu. Elle murmura, émue. Monsieur Holloway. Il répondit d'une voix basse mais ferme. Vous êtes maître Thompson. Elle sourit malgré ses yeux embués. Oui. Et vous, vous êtes une légende vivante, monsieur Holloway. On va sortir d'ici. Je vous le promets. Il baissa les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, une larme silencieuse coula sur sa joue rugueuse. Et dans cette cellule grise, au cœur d'un système qui voulait l'enterrer vivant, la justice venait de trouver une alliée. Le jour de l'audience, la salle du tribunal débordait. Des curieux, des vétérans en uniforme, des jeunes militants pour la justice raciale, et même quelques journalistes discrets s'étaient rassemblés. Tous attendaient de voir ce qu'il adviendrait de James Holloway, l'homme que l'on accusait d'un crime qu'il n'avait pas commis. Du côté de l'accusation, le dossier était fragile, bancal, presque grotesque dans son vide. Pas de vidéo. Pas d'empreinte. Juste un signalement flou d'un homme noir d'un certain âge, aperçu dans un parc au moment d'un vol. Aucun témoin ne s'était présenté. L'affaire tenait par un fil, celui du préjugé. Mekale Thompson, vêtue de noir sobre, se leva lentement. Elle avança jusqu'à la barre avec une maîtrise qui imposa le silence. Sa voix, calme et ferme, résonna avec la force d'une vérité trop longtemps ignorée. Votre honneur, mesdames et messieurs, on accuse un homme. Pas un criminel, pas un fugitif, pas un danger public. Mais un soldat, un héros, un ancien sergent décoré de l'armée américaine. On l'accuse sans preuve, sans témoin, sans respect. Ce que l'on juge ici, ce n'est pas James Holloway. Ce que l'on juge, c'est notre système, notre indifférence, notre regard biaisé sur les hommes noirs, surtout quand ils vieillissent, surtout quand ils tombent dans l'oubli. Monsieur Holloway apporte el uniforme. Il a versé son sang pour ce pays. Il a enterré des camarades tombés au combat. Et aujourd'hui, il enterre quoi? Sa dignité? Sa mémoire? Ce procès est une insulte. Une blessure de plus infligée à ceux qui, comme lui, n'ont reçu en retour que le silence, la rue et l'humiliation. Un silence pesante se installa. Même le procureur, gêné, évitait le regard du juge. Et c'est alors qu'une main se leva dans le public. Un officier de police, jeune et nerveux, s'éclaircit la gorge. Votre honneur, le vrai suspect a été arrêté ce matin, suite à une vidéo de surveillance reçue tard hier soir. Il a avoué. Il n'a aucun lien avec monsieur Holloway. Il ne lui ressemble même pas. Un murmure parcourut la salle. Maître Thompson ferma brièvement les yeux, les poings tremblants. James, lui, resta immobile, comme si cette victoire n'était qu'un fragment de justice trop tardive. Le juge, un homme réputé strict et peu démonstratif, semblait bouleversé. Il retira lentement ses lunettes, essuya ses yeux rougis, et parla d'une voix brisée. Monsieur Holloway, J.E. Je vous demande pardon. Pardon au nom de cette cour. Pardon au nom d'un système qui vous a abandonné. Je n'ai jamais pleuré en rendant un verdict. Aujourd'hui, je le fais, car c'est la justice elle-même qui vous doit des excuses. James se contenta de jaque la tête. Sa grandeur, ce jour-là, n'était pas dans la colère. Elle était dans le silence digne d'un homme qui a tout perdu sans jamais cesser d'espérer. Mais ce n'était que le début. Dans les heures qui suivirent, la vidéo de l'arrestation brutale extraite par une passante choquée fit le tour des réseaux sociaux. On y voyait un vieil homme noir plaqué au sol, sans résistance, humilié, alors qu'il tendait paisiblement ses papiers. Mais ce qui frappa davantage l'opinion, ce fut le reportage choc diffusé 3 jours plus tard sur NBC,
Signé Marianne Delgado, journaliste primée connue pour ses enquêtes sur les injustices sociales. Le documentaire de 25 minutes s'intitulait « L'homme que l'Amérique a oublié, l'histoire de James Holloway ». On y voyait des photos de James enfant, dans les ruelles d'Atlanta. Des images d'archives de son départ à l'armée, à seulement 17 ans. Des extraits de rapports militaires où son courage était salué. Des interviews de ses anciens frères d'armes. Il me sauvé la viernes. 2 fois. Il ne parlait pas beaucoup, mais c'était le meilleur d'entre nous. Puis, le silence. Le vide. Les années d'errance. La lente descente dans l'oubli. Un héros dormant sous des cartons, ignoré de tous. À la fin du reportage, on voyait Kayla Thompson, les yeux humides, déclarer « Ce pays ne manque pas de héros. Il manque de mémoire. » Les réactions furent immédiates. Twitter, TikTok, Facebook, YouTube. Le nom de James Holloway devint un cri de conscience. Ce pays traite ses héros comme des criminels. Le vrai vol, c'est celui de sa dignité. Honneur à James Holloway. Un drapeau pour couvrir son cercueil, mais pas un toit pour sa vieillesse. Honte. Une pétition fut lancée en ligne. Elle demandait 3 choses. 1. Un logement digne pour James Holloway. 2. Une pension complète rétroactive pour les années de service. 3. Un poste d'honneur dans les cérémonies militaires nationales. En moins de 2 semaines, plus de 2 millions de signatures furent recueillies. Des dons affluèrent. Des vétérans vinrent lui serrer la main. Des écoles voulaient qu'il vienne raconter son histoire. Le Sénat parla de lui. Le Pentagone aussi. Et James. Il resta humble, droit, silencieux. Quand un journaliste lui demanda ce qu'il ressentait, il répondit simplement « Je n'ai pas besoin de statut. Juste qu'on écoute la prochaine fois. » 2 mois plus tard, le ciel de Washington DC s'était paré d'un bleu limpide. Le vent d'automne faisait doucement claquer les drapeaux étoilés. La ville, habituellement en effervescence, retenait son souffle en ce jour de mémoire, la parade annuelle des anciens combattants. Sur Pennsylvania Avenue, les rangs défilaient au pas, entre fanfares militaires et salves d'applaudissements. Mais cette année, un moment suspendu allait marquer l'histoire. Dans un silence respectueux, un vieil homme noir, en uniforme parfaitement ajusté, avança lentement au milieu de la foule. Son képi de sergent brillait légèrement sous la lumière de midi. Sur sa poitrine, des médailles soigneusement alignées, témoignage silencieux de courage et de sacrifice. C'était James Holloway. Les soldats actifs se mirent au garde à vous. Les généraux saluèrent. Des enfants brandirent des pancartes faites maison. Merci James. Un vrai héros. On ne vous oubliera plus. Mais James ne souriait pas. Il marchait droit, digne, avec cette lenteur solennelle qui en disait long. Ce n'était pas un moment de triomphe personnel. C'était un cortège de mémoire, un hommage à tous ceux que la nation avait laissés dans l'ombre. Dans ses yeux brillait une lumière profonde. Ce n'était ni la fierté ni la revanche. C'était la flamme intacte d'un homme debout malgré tout, la guerre, la rue, la prison, le mépris. Tout avait tenté de l'éteindre. Rien n'avait réussi. Plus tard dans la journée, sur les marches du Capitole, un pupitre avait été installé face à la foule, à la presse, aux officiels. On lui demanda de dire quelques mots. James monta lentement les marches, accompagné par 2 cadets de l'armée. Arrivé au micro, il s'arrêta un instant, regarda l'immensité du public, puis prit une grande inspiration. Sa voix trembla à peine, mais sa parole porta comme un cri calme au cœur d'une nation en éveil. « Ce pays m'a oublié. Puis il m'a vu. Mais je ne suis pas le seul. Derrière moi, il y a des milliers d'autres. Des anciens soldats. Des hommes et des femmes que vous croisez sans voir. Des visages fatigués, dans les gares, sous les ponts, dans les rues. Certains ont combattu. D'autres ont simplement survécu. Mais tous portent un uniforme invisible, celui de la dignité. Ne vous réveillez pas seulement pour moi. Voyez-les, eux aussi. Écoutez leur silence. Accueillez leur histoire. Et surtout, ne les laissez plus tomber. Un silence lourd tomba sur la place. Pas un bruit. Pas un souffle. Puis, soudain, les applaudissements jaillirent, comme une vague bruyante,
profonde, incontrôlable. Des vétérans en larmes. Des journalistes baissant leurs caméras, bouleversés. Des membres du Congrès se levant, mains jointes. James resta un moment figé. Il regarda le ciel. Il pensait sans doute à ses frères d'armes disparus, aux années perdues, à ceux qu'il n'avait jamais pu sauver. Aujourd'hui, James vit dans une maison simple à Frederick, Maryland, au bout d'une rue tranquille bordée d'érables. La demeure lui a été offerte par une fondation de vétérans. Elle n'est pas grande, mais elle a un porche, un fauteuil à bascule, une bibliothèque, et un petit jardin où il fait pousser des herbes. Il lit beaucoup. Des romans, de la poésie, des livres d'histoire. Mais surtout, il intervient dans les écoles. Il entre dans des salles de classe où des enfants l'écoutent bouche bée, sans bruit, le regard fixé sur cet homme qui parle peu, mais qui dit tout. Il ne raconte pas pour faire pleurer. Il ne cherche ni pitié ni gloire. Il raconte pour enseigner. Pour rappeler que derrière chaque uniforme, chaque silence dans la rue, chaque regard baissé, il y a une vie, un combat, une dignité qui ne demande qu'à être reconnue. La bravoure ne porte pas toujours des médailles, dit-il un jour. Parfois, elle se résume à tenir bon, jour après jour, quand personne ne vous voit.